L'ancien premier ministre du Congo a été capturé alors qu'il tentait de fuir vers l'intérieur du pays. L'ex-chef du gouvernement ne montre aucune émotion. C'est peut-être la fin d'un chapitre, mais pas celle du Congo. L'Afrique est un continent d'une immense beauté et de cultures incroyablement riches. Mais c'est aussi une terre profondément marquée par de violents bouleversements politiques. Tout au long de l'histoire africaine, de nombreux dirigeants ont connu des fins tragiques et brutales à cause de l'instabilité politique et de rivalités impitoyables. Beaucoup de chefs d'État africains ont été victimes d'assassinats violents, après s'être retrouvés au cœur de complots secrets, de coups d'État militaires et de conspirations meurtrières. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les détails glaçants de 20 présidents africains assassinés de la manière la plus brutale qui soit. Numéro 1. Thomas Sankara. Thomas Sankara naît sous le nom de Thomas Isidore Noël Sankara le 21 décembre 1949 à Yako, en Haute-Volta française. Après être devenu Premier ministre en 1983, Sankara entre rapidement en conflit avec le gouvernement en place, ce qui conduit finalement à son emprisonnement. Durant cette période, ses partisans organisent un coup d'État afin de prendre le pouvoir, une action qui reçoit plus tard un large soutien populaire. À seulement 33 ans, Sankara devient président de la Haute-Volta et lance une série de réformes sociales, environnementales et économiques. Il rebaptise le pays Burkina Faso, ce qui signifie « le pays des hommes intègres », afin de rompre avec le passé colonial, tandis que les habitants deviennent les Burkinabés, c'est-à-dire les hommes intègres. Sa politique étrangère repose sur une opposition ferme à l'impérialisme. Il refuse les prêts et les capitaux d'organisations comme le FMI, tout en acceptant avec prudence certaines aides étrangères afin d'augmenter les revenus nationaux et de réduire la dépendance du pays. À l'intérieur du Burkina Faso, Sankara lutte contre les famines, développe l'agriculture, réforme la propriété des terres et supprime les taxes rurales. Il met en place des campagnes nationales d'alphabétisation, de vastes programmes de vaccination contre des maladies comme la méningite et la rougeole, ainsi qu'une distribution massive de vaccins aux enfants. Il supervise également la construction d'écoles, de centres de santé, de points d'eau et de nombreux projets d'infrastructures à travers le pays. Sankara lance aussi un immense programme contre l'érosion des sols en faisant planter plus de 10 millions d'arbres dans la région du Sahel. En parallèle, il interdit certaines pratiques nocives comme l'excision, les mariages forcés et la polygamie. Pour réduire les dépenses de l'État et améliorer son image auprès de la population, Sankara ordonne la vente des véhicules de luxe et des propriétés appartenant au gouvernement, interdit la climatisation dans les bureaux administratifs et les résidences officielles, puis crée des comités inspirés du modèle cubain afin d'impliquer les communautés locales et de renforcer le soutien populaire. Malgré sa popularité auprès de nombreux Africains pauvres et de la majorité des Burkinabés, Sankara se heurte à l'opposition d'une partie de l'ancienne élite dirigeante, des chefs tribaux, ainsi que des gouvernements français et ivoiriens à cause de ses politiques. Le 15 octobre 1987, Sankara est assassiné par des soldats dirigés par Blaise Compaoré, qui prend ensuite le contrôle du Burkina Faso. Numéro 2. Amilcar Cabral. Amilcar Lopes Cabral naît le 12 septembre 1924 à Bafata, en Guinée portugaise, aujourd'hui la Guinée-Bissau. Pendant ses années à Lisbonne, il s'implique dans des mouvements étudiants opposés à la dictature portugaise et favorables à l'indépendance des colonies africaines du Portugal. De retour en Afrique en 1953, Cabral réalise une vaste étude agricole à travers la Guinée portugaise, parcourant plus de 60 000 km. En 1956, il fonde le PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, avec pour objectif de libérer le pays du contrôle portugais. Cette même année, il participe également à la création du MPLA, le Mouvement populaire de libération de l'Angola. De 1963 jusqu'à sa mort, Cabral dirige avec succès la campagne de guérilla du PAIGC contre la domination portugaise, devenant l'un des principaux leaders de la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau. Afin de préparer la guerre d'indépendance, Cabral installe des camps d'entraînement au Ghana, avec le soutien de Kwame Nkrumah. Il forme ses officiers à la communication efficace ainsi qu'aux techniques agricoles, conscient qu'une production alimentaire durable est essentielle autant pour les soldats que pour les civils. Sous sa direction, les combattants du PAIGC ne se contentent pas de faire la guerre. Ils cultivent aussi la terre aux côtés des agriculteurs locaux. Cabral met également en place un système commercial destiné à fournir des biens essentiels à des prix inférieurs à ceux des magasins coloniaux. Il crée des hôpitaux mobiles afin d'offrir des soins médicaux, avec des fournitures provenant notamment de l'URSS et de la Suède. Malgré tous ces efforts, il est assassiné le 20 janvier 1973 à Conakry, en Guinée, par son ancien rival du PAIGC, Inocencio Kani, accompagné d'un autre membre du parti. Numéro 3. Robert Guéhi.
Robert Guéhi naît le 16 mars 1941 à Kabakouma. Il fait toute sa carrière dans l'armée et à l'époque de la domination française, reçoit une formation militaire à Ouagadougou ainsi qu'à Saint-Cyr, en France. Très fidèle au président Félix Houphouët-Boigny, celui-ci le nomme chef de l'armée après une mutinerie en 1990. Mais après la mort de Houphouët-Boigny en 1993, Guéhi prend ses distances avec le nouveau dirigeant, Henri Konan Bédié. En octobre 1995, Guéhi refuse de déployer ses troupes pour régler un conflit politique entre Bédié et le chef de l'opposition Alassane Ouattara, ce qui entraîne son renvoi de l'armée. Lors du coup d'État de la veille de Noël 1999, Bédié est renversé, et bien qu'il n'ait pas participé au putsch, Guéhi est convaincu de sortir de sa retraite afin de diriger la junte jusqu'aux prochaines élections. Il devient officiellement président le 4 janvier 2000. Lors de l'élection présidentielle d'octobre 2000, Guéhi se présente comme candidat indépendant et n'autorise qu'un seul opposant, Laurent Gbagbo, à se présenter face à lui. Guéhi subit une lourde défaite contre Gbagbo, mais refuse d'accepter les résultats, déclenchant d'immenses manifestations qui permettent finalement à Gbagbo d'accéder au pouvoir. Après avoir fui à Guessesso, près de la frontière libérienne, Guéhi reste une figure politique importante. En 2001, il participe à un forum de réconciliation où il accepte de soutenir les processus démocratiques. Cependant, il se retire de cet accord en septembre 2002. Le 19 septembre 2002, au début de la guerre civile dans le quartier de Cocody à Abidjan, Guéhi, son épouse Rose Doudou Guéhi et leurs enfants sont assassinés dans des circonstances mystérieuses, prétendument par des forces loyales à Laurent Gbagbo. Numéro 4. Sylvanus Olympio. Sylvanus Olympio, né le 6 septembre 1902, dans ce qui faisait alors partie de la colonie allemande du Togoland, est une figure majeure du combat du Togo pour se libérer de la domination étrangère. Cultivé et animé par une vision claire d'un Togo prospère et indépendant, Olympio étudie à Londres puis travaille brièvement aux États-Unis avant de retourner dans son pays natal. Il est déterminé à libérer sa terre du colonialisme français. Grâce à son leadership, Olympio devient rapidement l'un des principaux visages du mouvement indépendantiste togolais. Connu pour son engagement actif et ses discours convaincants, il mobilise efficacement la population en faveur de la fin de la domination française. En 1960, le Togo obtient son indépendance et Olympio devient le tout premier président du pays. Mais cette indépendance apporte aussi de nombreux défis. Olympio doit faire face à la lourde tâche d'unifier un pays profondément divisé par son passé colonial et de construire une économie solide presque à partir de rien. Son mode de gouvernance centralisé écarte certaines factions de l'armée togolaise, notamment celles liées à l'ancienne armée coloniale française. Au début de l'année 1963, le mécontentement grandit à cause des difficultés économiques et de la frustration des groupes militaires exclus du pouvoir. Cette tension débouche sur un tragique coup d'État militaire le 13 janvier 1963. Olympio tente de trouver refuge à l'ambassade des États-Unis, mais l'accès lui est refusé. Il est finalement capturé, puis assassiné devant l'ambassade, devenant ainsi le premier chef d'État africain renversé lors d'un coup d'État. Numéro 5. François Tombalbaye. François Tombalbaye, né le 15 juin 1918 dans le sud du Tchad, devient un symbole d'espoir pour un pays cherchant à se libérer de la domination coloniale. Il débute son éducation dans des écoles missionnaires avant de devenir enseignant, ce qui lui donne une compréhension profonde des réalités locales ainsi que de l'importance de l'éducation. Alors que le Tchad se rapproche de l'indépendance vis-à-vis de la France, les qualités de leadership de Tombalbaye le rendent rapidement célèbre. Il joue un rôle essentiel au sein du parti progressiste tchadien, le PPT, qui participe activement à la marche du pays vers l'indépendance. Lorsque le Tchad devient indépendant en 1960, Tombalbaye est choisi comme premier président grâce à sa popularité et à ses capacités supposées à diriger le pays. Cependant, sa présidence est rapidement marquée par de nombreux problèmes. Son objectif de moderniser et d'unifier le Tchad est clair, mais ses méthodes sont souvent considérées comme autoritaires. Il réprime l'opposition, limite les libertés et utilise parfois certaines pratiques traditionnelles, comme des rites initiatiques, afin de renforcer l'unité et la loyauté envers son pouvoir. Son favoritisme supposé envers le sud chrétien au détriment du nord musulman crée également de fortes tensions. Au début des années 1970, le Tchad est plongé dans une profonde instabilité. Plusieurs groupes rebelles, principalement venus du nord, commencent à s'opposer activement au régime de Tombalbaye. En réponse, il combine une répression sévère avec des tentatives d'apaisement, allant même jusqu'à abandonner son prénom chrétien François pour adopter le nom africain Ngarta. Mais ces mesures ne suffisent pas à stabiliser le pays. Le 13 avril 1975, les tensions atteignent leur point de rupture lorsqu'un coup d'État militaire éclate au Tchad. Tombalbaye est arrêté puis rapidement assassiné,
mettant fin à ses 15 années au pouvoir. Numéro 6, Samuel Doe. Samuel Canyon Doe naît le 6 mai 1951 à Tucson, un petit village du comté de Grande-Guédé. En 1990, l'ancien président du Libéria connaît une fin tragique pendant les premières phases de la guerre civile libérienne. Il est capturé par les forces rebelles dirigées par Prince E. Johnson le 9 septembre 1990. Doe avait été convoqué au quartier général de l'Ecomog pour ce qui devait être une rencontre sécurisée, à l'abri des menaces rebelles. Mais la situation tourne rapidement au cauchemar lorsque les rebelles, lourdement armés et arrivés par surprise, profitent du changement de garde entre des soldats nigérians bien équipés et un contingent gambien beaucoup moins préparé. Les hommes de Johnson écrasent facilement la petite escorte de Doe, leur retirent leurs armes avant de les exécuter malgré les promesses de sécurité faites auparavant. Doe se retrouve alors totalement sans défense. Dans un acte d'une brutalité extrême, Johnson ordonne qu'on lui coupe les oreilles afin de s'assurer qu'aucun pouvoir surnaturel ne puisse le protéger. Doe est ensuite enchaîné et les tortures continuent avec l'amputation de ses doigts et de ses orteils. Après avoir enduré 12 heures de souffrance, Samuel Doe est assassiné le 9 septembre 1990. Numéro 7. Melchior Ndadaye. Melchior Ndadaye naît le 28 mars 1953 dans la commune de Nyabyanga, au Rwanda-Urundi. Il joue un rôle extrêmement important dans la politique burundaise. En 1993, il entre dans l'histoire en devenant le premier président du Burundi, élu démocratiquement par le peuple, marquant également la première transition pacifique du pouvoir depuis l'indépendance du pays vis-à-vis de la Belgique en 1962. En tant que membre de la majorité ethnique Hutu, son élection revêt une importance particulière, car le Burundi était dominé depuis longtemps par la minorité Tutsi. Ndadaye représente une rupture claire avec les dirigeants politiques qui gouvernaient traditionnellement le pays. Une fois président, il travaille sans relâche afin de promouvoir l'unité nationale et de réduire les profondes divisions ethniques qui déchirent le Burundi depuis des années. Il cherche notamment à intégrer davantage la majorité Hutu dans les postes importants de l'armée et de l'administration, des secteurs dont elle avait été largement exclue. Mais la présidence de Ndadaye est extrêmement courte. Quelques mois seulement après son élection, le 21 octobre 1993, il est assassiné lors d'un soulèvement mené par des groupes militaires majoritairement composés de Tutsis. Même si cette tentative de prise du pouvoir échoue, elle entraîne la mort de Ndadaye. Numéro 8. João Bernardo Vieira. Le parcours politique de João Bernardo Vieira en Guinée-Bissau est une succession de périodes de gloire et de crise. Né le 27 avril 1939 à Bissau, Vieira devient une figure importante pendant la lutte pour l'indépendance de la Guinée-Bissau face à la domination portugaise. Il joue un rôle majeur comme stratège militaire et proche collaborateur du leader indépendantiste Amilcar Cabral. Ses compétences sur le champ de bataille et son leadership ouvrent la voie à sa future carrière politique. Après l'assassinat tragique de Cabral en 1973 et l'indépendance de la Guinée-Bissau en 1974, Vieira doit faire face à de nombreux défis. En 1980, profitant du mécontentement général envers le président Luis Cabral, Vieira organise un coup d'État militaire sans effusion de sang et devient président. Il dirige le pays pendant près de 20 ans, faisant de lui l'un des dirigeants africains restés le plus longtemps au pouvoir. D'abord centré sur la reconstruction d'un pays dévasté par la guerre, son régime est rapidement marqué par des accusations de violation des droits humains, de répression politique et de mauvaise gestion économique. L'économie de la Guinée-Bissau dépend fortement des exportations de noix de cajou, ce qui la rend extrêmement vulnérable aux variations des prix mondiaux. L'incapacité de Vieira à diversifier l'économie, ainsi que les accusations de corruption, aggravent encore davantage les problèmes du pays. La fin des années 1990 est particulièrement difficile pour la Guinée-Bissau et pour Vieira. Une guerre civile éclate en 1998 entre les forces gouvernementales et un groupe militaire rebelle, entraînant la chute de Vieira en 1999, puis son exil au Portugal. Malgré ce revers, il revient étonnamment au pouvoir en 2005, après avoir remporté l'élection présidentielle. Mais ce second mandat est de courte durée, puisqu'il est assassiné le 2 mars 2009, en représailles à l'assassinat du chef d'état-major de l'armée du pays. Numéro 9. Richard Ratsimandrava. Richard Ratsimandrava naît le 21 mars 1931 et appartient au groupe ethnique Merina à Madagascar. Après avoir été diplômé de la prestigieuse Académie militaire française de Saint-Cyr, Ratsimandrava sert dans plusieurs régions d'Afrique sous domination française. Lorsque Madagascar obtient son indépendance en 1960, il retourne dans son pays et rejoint l'armée nationale, gravissant rapidement les échelons jusqu'au grade de lieutenant-colonel en 1968. En 1972, le président Gabriel Ramanantsoa
met en place un gouvernement militaire afin de remplacer l'administration précédente de Philibert Tsiranana. Durant cette période, Ratsimandrava devient ministre de l'Intérieur. Mais l'armée est alors minée par les intrigues internes et plusieurs hauts gradés manipulent la situation, provoquant la chute du président Ramanand Soa le 5 février 1975. Seulement 6 jours après avoir pris ses fonctions à la tête du pays, Ratsimandrava est assassiné à 20 h alors qu'il rentre du palais présidentiel vers son domicile. Le nouveau comité militaire qui vient de prendre le pouvoir annonce sa mort en affirmant qu'il a été tué par des membres des forces républicaines de sécurité, le groupe mobile de police, ou GMP, une unité dissoute par son prédécesseur. Numéro 10. Ibrahim Baré Maïnassara. La situation politique du Niger dans les années 1990 ne peut pas être comprise sans évoquer l'influence d'Ibrahim Baré Maïnassara. Né le 9 mai 1949, son parcours, d'officier militaire à président du pays, est marqué par les bouleversements et les tensions liées à l'instabilité politique de l'époque. L'ascension de Maïnassara vers le pouvoir est profondément liée à l'armée. Au cours de sa carrière militaire, il occupe plusieurs fonctions, notamment dans des missions de maintien de la paix et des postes administratifs importants. Mais les troubles politiques qui secouent le Niger dans les années 1990 lui offrent une opportunité décisive. Mécontent du gouvernement du président Mahaman Ousmane, Maïnassara prend le pouvoir par un coup d'État en 1996, renversant le gouvernement démocratiquement élu et devenant le nouveau dirigeant du pays. Une fois au pouvoir, il promet de ramener le Niger vers la démocratie et organise une élection présidentielle plus tard dans l'année. Cependant, ce scrutin est rapidement entaché par des accusations de fraude et de nombreuses irrégularités, plongeant sa victoire dans la controverse. En tant que président, il concentre les pouvoirs entre ses mains, limite la liberté de la presse et réprime l'opposition politique. Bien qu'il mette en place certaines réformes économiques et cherche à renforcer les partenariats internationaux, son style de gouvernance est vivement critiqué pour ses dérives autoritaires. Le règne de Maïnassara prend brutalement fin le 9 avril 1999 lorsqu'il est assassiné par des membres de sa garde présidentielle lors d'un coup d'État. Numéro 11. Mohamed Boudiaf. Mohamed Boudiaf joue un rôle extrêmement important, mais malheureusement très court, dans l'histoire récente de l'Algérie. Il naît le 23 juin 1919, à une époque où l'Algérie est encore sous domination française. Les idées politiques de Boudiaf se forgent durant la dure lutte du peuple algérien pour son indépendance. Il participe à la création du Front de Libération Nationale, le FLN, principal mouvement opposé au pouvoir colonial français, et joue un rôle majeur dans la guerre d'indépendance algérienne. Son engagement total dans cette cause entraîne son arrestation et son emprisonnement par les autorités françaises dans les années 1950. Après l'indépendance de l'Algérie en 1962, des désaccords internes au sein du FLN poussent Boudiaf à l'écart du pouvoir, l'obligeant à vivre en exil au Maroc pendant près de 30 ans. Mais en 1992, alors que l'Algérie traverse une période extrêmement tendue et proche de la guerre civile, Boudiaf est rappelé d'exil et devient président du Haut Comité d'État, avec pour mission de guider le pays à travers cette crise. Son retour est perçu comme un immense symbole d'espoir, grâce à sa réputation d'homme honnête et à son engagement pour l'indépendance de l'Algérie. Durant sa courte présidence, il lance des efforts pour lutter contre la corruption et tente d'apaiser les tensions grandissantes dans le pays. Le 29 juin 1992, il est assassiné en plein discours public par un garde lié au Front islamique du Salut. Numéro 12. Abdirachid Shermarke. Shermarke naît le 8 juin 1919 dans la ville de Hararder, située dans la région nord-centrale de Mudoug, en Somalie. En 1943, il rejoint la Ligue de la jeunesse somalienne, un nouveau parti politique. L'année suivante, il commence à travailler dans l'administration civile britannique. Malgré son emploi, Shermarke poursuit ses études et termine l'enseignement secondaire en 1953. Il obtient ensuite une bourse pour étudier à l'université La Sapienza de Rome, où il décroche une licence en sciences politiques. Après avoir terminé ses études en Italie, Shermarke retourne en Somalie en 1959 et est rapidement élu à l'Assemblée législative. Le 26 juin 1960, le Somaliland britannique obtient son indépendance. Puis le 1er juillet 1960, il fusionne avec le territoire sous tutelle du Somaliland, ancien Somaliland italien, afin de former la République somalienne. À la création de cette nouvelle république, le président de l'époque, Aden Abdullah Osman Dar, nomme Shermarke Premier ministre de Somalie. En tant que Premier ministre, Shermarke voyage énormément afin de promouvoir une politique étrangère neutre. Il conserve ce poste jusqu'en mars 1964, date des premières élections générales du pays, où il est réélu député au Parlement. Lors de l'élection présidentielle de 1967, Shermarke bat Dar et devient le deuxième président de la Somalie,
prenant ses fonctions le 6 juillet 1967. En 1968, il survit à une tentative d'assassinat lorsqu'une grenade explose près de sa voiture alors qu'il revient de l'aéroport. Mais le 15 octobre 1969, lors d'une visite officielle à Lassanode, il est assassiné par l'un de ses propres gardes du corps. Numéro 13. Johnson Aguiyi Ironsi. Thomas Umunakwe Aguiyi Ironsi naît le 3 mars 1924 à Ibeku, Umuahia, dans l'actuel état d'Abia, au Nigeria. À l'âge de 18 ans, il rejoint le régiment nigérian. Commençant comme simple soldat au sein du 7e bataillon en 1942, il gravit rapidement les échelons et devient sergent-major de compagnie en 1946. En 1964, Aguiyi Ironsi est nommé commandant de l'ensemble des forces de maintien de la paix des Nations Unies au Congo. En 1965, il atteint le grade de major général et devient le premier officier nigérian à prendre la tête de toute l'armée du pays lorsque le major général C.B. Welby Everard lui transmet le commandement. En janvier 1966, un coup d'État mené par le major Chukwuma Nzeogwu tente de renverser le gouvernement nigérian, entraînant l'assassinat du Premier ministre Alhaji Tafawa Balewa. Aguiyi Ironsi réagit rapidement pour contrer le putsch, arrêtant puis emprisonnant Nzeogwu. Le 17 janvier 1966, il est ensuite nommé chef de l'État militaire, fonction qu'il occupe jusqu'au 29 juillet 1966, date à laquelle un groupe d'officiers nordistes organise un contre-coup d'État et le fait assassiner. Dans la nuit du 29 juillet 1966, alors qu'il séjourne à la résidence gouvernementale d'Ibadan durant une tournée nationale, Aguiyi Ironsi est averti par son hôte, le lieutenant-colonel Adekunle Fadjouyi, d'une possible mutinerie au sein de l'armée. Malgré ses tentatives pour contacter son chef d'état-major, Yakubu Gowon, il n'y parvient pas. Aux premières heures du matin, des soldats dirigés par Théophile Donguma encerclent la résidence gouvernementale, menant à la fin tragique d'Aguiyi Ironsi. Son corps, ainsi que celui de Fadjouyi, seront plus tard retrouvés dans une forêt voisine. Numéro 14. Laurent-Désiré Kabila. Dans l'histoire de la République démocratique du Congo, la RDC, le parcours de Laurent-Désiré Kabila est marqué par le changement, le leadership et les conflits politiques. Né le 27 novembre 1939 dans un milieu modeste, Kabila devient une figure importante de la scène politique de la RDC, alors connue sous le nom de Zaïre. Dès son plus jeune âge, il est fortement influencé par les idées marxistes et par un profond sentiment panafricain. Ses convictions le poussent à rejoindre les rébellions contre la domination coloniale belge, puis plus tard contre le régime autoritaire de Mobutu Sese Seko. Pendant des années, Kabila dirige plusieurs groupes rebelles dans les provinces éloignées de cet immense pays. Mais sa destinée bascule au milieu des années 1990. Avec le soutien du Rwanda et de l'Ouganda, Kabila lance en 1996 une rébellion victorieuse contre Mobutu, dont les 30 années de pouvoir ont plongé la RDC dans le chaos politique et la crise économique. En mai 1997, les forces de Kabila parviennent à vaincre Mobutu, mettant fin à son règne. Kabila prend alors le contrôle d'un pays désespérément en quête de stabilité et de reconstruction. Cependant, l'enthousiasme des débuts laisse rapidement place aux difficultés du pouvoir. Kabila est critiqué pour son autoritarisme et accusé de violation des droits humains. La démocratie qu'il avait promise semble de plus en plus difficile à instaurer, tandis que ses relations avec le Rwanda et l'Ouganda se détériorent progressivement. Le 16 janvier 2001, Laurent-Désiré Kabila est assassiné par l'un de ses propres gardes du corps. Numéro 15. Abeid Karume. Abeid Karume naît le 4 août 1905 dans le village de Mwera, à Zanzibar. Jeune homme, Karume quitte Zanzibar et voyage dans plusieurs régions du monde, notamment à Londres. Là-bas, il rencontre d'importants penseurs africains comme Hastings Kamuzu Banda du Malawi, ce qui élargit considérablement sa vision de la politique internationale. Il développe ensuite son influence politique en renforçant le parti Afro-Shirazi et en créant des liens avec l'Union nationale africaine du Tanganyika. Le 10 décembre 1963, Zanzibar devient totalement indépendante du Royaume-Uni. Le sultan devient alors monarque constitutionnel et les premières élections sont remportées par le Zanzibar National Party, le ZNP, ainsi que par le Zanzibar and Pemba People's Party. Au départ, Karume se montre prêt à coopérer avec le nouveau gouvernement et va même jusqu'à prévenir un officier de police britannique d'une révolution imminente prévue pour janvier. Le 12 janvier 1964, alors que Karume se trouve sur le continent africain, une révolution éclate à Zanzibar sous la direction d'un mystérieux Ougandais nommé John Okello. Après la révolution, Okello invite Karume à revenir à Zanzibar afin de devenir président de la République populaire de Zanzibar.
Il rappelle également d'autres exilés zanzibarites, dont le politicien marxiste Abdourahmane Mohamed Babu, qui rejoint le Conseil révolutionnaire. Okello se proclame lui-même maréchal, même si l'étendue réelle de son pouvoir reste floue. Grâce à ses talents politiques, Karoume obtient le soutien de plusieurs dirigeants africains voisins contre Okello et invite la police du Tanganyika à maintenir l'ordre sur l'archipel. Lorsque Okello quitte le pays, Karoume le déclare ennemi de l'État et lui interdit de revenir. Privés de leur chef et confrontés à la police du Tanganyika, les partisans d'Okello ne résistent pas. La décision majeure suivante de Karoume est de s'unir au président du Tanganyika, Julius Nyerere, en avril 1964. Cette union donne naissance à la Tanzanie et garantit que le nouveau pays ne se rapprochera pas de l'Union soviétique, contrairement aux souhaits de Babu. Soutenu par le Tanganyika continental, Karoume écarte progressivement Babu du pouvoir, jusqu'à ce que ce dernier fuit finalement la Tanzanie après avoir été accusé de comploter pour assassiner Karoume en 1972. Mais la vie de Karoume prend brutalement fin en avril 1972, lorsqu'il est assassiné dans la ville de Zanzibar. 4 hommes armés lui tirent dessus, alors qu'il joue au bao au siège du parti Afro-Shirazi. La photo du jour. Au cœur d'une grande ville africaine, le président Kofi Mwamba se dressait comme un symbole d'espoir. Connu pour son courage et sa vision d'avenir, il travaillait sans relâche afin de sortir son peuple de la pauvreté et des conflits. Un soir fatidique, alors qu'il s'adressait à une foule enthousiaste sur la place centrale de la ville, une personne dans la foule leva discrètement la main, cachée sous les plis d'une vieille veste. Un coup de feu brisa soudainement le silence de la nuit, plongeant la foule dans la panique. Le président Mwamba s'effondra en tenant sa poitrine, les yeux remplis de stupeur. Le tireur disparut aussitôt dans la foule, laissant derrière lui une nation en deuil et d'innombrables questions sans réponse. Dans les jours qui suivirent, tout le pays pleura ensemble. Des veillées aux chandelles furent organisées dans chaque quartier, afin de rendre hommage à un dirigeant dont les ambitions avaient été brutalement interrompues. Au milieu de la tristesse, des rumeurs de complot commencèrent à circuler dans les rues. Selon vous, qui pouvait bien être derrière le tragique assassinat du président Kofi Mwamba? Partagez vos théories dans les commentaires. Numéro 16. Murtala Mohamed. Murtala Ramat Mohamed naît à Kano le 8 novembre 1938. Il dirige le contre-coup d'État de 1966 qui renverse la dictature militaire de Johnson Aguiyi Ironsi. Mohamed devient ensuite une figure centrale pendant la guerre civile nigériane. Le 13 février 1976, le général Mohamed part travailler comme à son habitude en empruntant George Street. Vers 8 heures du matin, sa Mercedes-Benz avance difficilement dans les embouteillages de Lagos, près du secrétariat fédéral, lorsqu'un groupe de soldats lui tend une embuscade et l'assassine. Ces soldats font partie d'un coup d'État raté, dirigé par le lieutenant-colonel Bouka Souka Dimka. Ils attaquent la voiture de Mohamed, tuant à la fois le général et son aide de camp, le lieutenant Akintunde Akinseinwa. Leur seule protection était un simple pistolet porté par son ordonnance, ce qui facilite grandement l'attaque des assassins. L'assassinat de Mohamed fait partie de la tentative de coup d'État orchestrée par Dimka. Celui-ci est plus tard capturé, puis exécuté pour trahison le 15 mai 1976 à la prison de haute sécurité de Kirikiri, à Lagos. Numéro 17. Ahmed Abdallah Abderrahmani. Abdallah naît le 12 juin 1919 à Domoni, sur l'île d'Anjouan. Son parcours politique débute dans les années 1940, alors que les Comores sont encore sous contrôle français. Il occupe le poste de président du Conseil de 1949 à 1953, puis dirige la Chambre des députés dans les années 1970. En 1972, Abdallah prend la tête de l'Union démocratique des Comores et devient président du Conseil de gouvernement, ainsi que chef du gouvernement jusqu'au 6 juillet 1975, date à laquelle les îles obtiennent leur indépendance vis-à-vis de la France, à l'exception de Mayotte. Abdallah devient alors le premier président des îles indépendantes avant d'être rapidement renversé. Malgré 3 coups d'État successifs, Abdallah parvient à conserver le pouvoir présidentiel. En 1982, il dissout tous les partis politiques, y compris l'UDC, et crée l'Union comorienne pour le progrès, l'UCP, comme unique parti légal, marquant le début d'un régime particulièrement dur. À cette époque, le pays est largement contrôlé par des mercenaires dirigés par Bob Denard, qui s'approprie également d'importantes terres destinées à la construction d'hôtels de luxe pour les touristes occidentaux. Abdallah reste au pouvoir grâce à des élections contrôlées en 1984 et 1987, dans un climat de répression de l'opposition et d'exploitation économique orchestré par Denard. Son règne controversé prend fin lorsqu'il est assassiné dans son bureau à Moroni le 26 novembre 1989. Numéro 18.
Abdallah Isaac Diro. Abdallah Isaac Diro, né en 1950. Membre du clan Rahawain, Diro représente son clan lors de la conférence nationale de paix somalienne de 2000, connue sous le nom de conférence de Djibouti. À la suite de cet événement, il est élu président du Parlement du gouvernement national de transition, le TNG, le 20 août 2000. Durant son mandat, il supervise l'élection d'Abdi Kassim Salad Hassan au poste de président du TNG lors de cette même conférence. En août 2003, Diro est écarté de son poste de président du Parlement. Une décision qu'il juge injuste puisque, selon lui, le mandat du TNG avait déjà expiré plus tôt ce mois-là. Plus tard, en 2004, il est nommé ministre des Affaires constitutionnelles et fédérales au sein du gouvernement fédéral de transition, le TFG, qui succède au TNG sous la présidence d'Abdoulaye Youssouf Ahmed. Tragiquement, le 28 juillet 2006, après avoir quitté la prière du vendredi dans une mosquée de Baidoa, où le TFG avait installé son quartier général temporaire, Diro est assassiné par un tireur isolé. Numéro 19. Mariane Gouabi. Mariane Gouabi naît le 31 décembre 1938 dans le petit village d'Ombelé, situé dans le département de la Cuvette, dans la région du Kouyou, aujourd'hui en République du Congo. Il devient l'un des dirigeants africains les plus jeunes et les plus dynamiques de son époque. Sa carrière militaire précoce façonne profondément son avenir en lui enseignant la discipline, la stratégie et les réalités du pouvoir. Convaincu par les idées marxistes, Gouabi croit fermement que le socialisme est la clé de la véritable liberté et du progrès pour les jeunes nations africaines nouvellement indépendantes. En 1969, dans un contexte de chaos politique et de coups d'État successifs, Gouabi prend le contrôle de la République du Congo. Fidèle à ses convictions socialistes, il rebaptise le pays République populaire du Congo. Il instaure un État à parti unique, dirigé par le Parti congolais du travail, le PCT, et lance plusieurs réformes socialistes en nationalisant des secteurs stratégiques et en redistribuant le pouvoir. Mais le règne de Gouabi est loin d'être paisible. L'armée, qui l'avait aidé à accéder au pouvoir, devient rapidement une source constante de tensions. Même s'il tente de réduire le tribalisme et de renforcer l'unité nationale, ses efforts rencontrent souvent une forte résistance. Les richesses pétrolières du pays, au lieu d'être une bénédiction, deviennent elles aussi un facteur de conflit, différents groupes cherchant à en prendre le contrôle. Gouabi doit faire face à de graves menaces internes, notamment plusieurs tentatives d'assassinat. Conscient des difficultés liées à la gestion d'une nation post-coloniale aussi diverse, il cherche à maintenir son autorité, ce qui le pousse parfois à réprimer l'opposition. Malgré tous ses efforts, sa vie prend une fin tragique le 18 mars 1977, lorsqu'il est assassiné à Brazzaville. Numéro 20. Patrice Lumumba. Patrice Lumumba, né le 2 juillet 1925 à Onalua, dans le Congo belge, devient rapidement connu comme l'un des grands leaders de la lutte pour la liberté de son pays. Il soutient avec force le panafricanisme ainsi que le patriotisme congolais. Lumumba rêve d'un Congo uni et débarrassé de toute domination étrangère. Un pays où les immenses richesses naturelles profiteraient enfin à son peuple plutôt qu'aux puissances étrangères. En juin 1960, son rêve devient réalité lorsque la République démocratique du Congo obtient son indépendance face à la Belgique. Lumumba devient alors le tout premier Premier ministre du pays, mais il doit immédiatement faire face à d'immenses difficultés. Le départ brutal du pouvoir colonial laisse derrière lui un État sans véritable expérience gouvernementale. En parallèle, plusieurs régions connaissent des mouvements séparatistes, notamment la riche province du Katanga, dirigée par Moïse Tshombe, ce qui aggrave encore davantage la crise politique. Le style de leadership très affirmé de Lumumba, ainsi que son refus de céder aux pressions occidentales, provoquent rapidement de vives tensions. Son rapprochement supposé avec le bloc soviétique inquiète fortement les puissances occidentales. En septembre 1960, au milieu du chaos politique et de l'opposition grandissante, le président Joseph Kasavubu décide de le destituer. Mais Lumumba refuse cette décision, déclenchant une lutte de pouvoir dans le pays. En décembre 1960, il est arrêté par des forces loyales à Joseph Mobutu, qui vient de mener un coup d'État soutenu par les puissances occidentales. Patrice Lumumba est finalement assassiné le 17 janvier 1961 au Katanga. Parmi tous ces présidents africains assassinés, lequel vous a le plus marqué ou intrigué? Dites-nous votre réponse dans les commentaires.